Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du lancement d'une console de jeu. C'est-à-dire qu'on part de son histoire, sa conception, son prototype, son origine, jusqu'au lancement final dans les diverses régions du monde, Japon, États-Unis, Europe, pour en arriver à la console que nous connaissons aujourd'hui. Et l'année dernière, ça vous avait beaucoup plu, on a pu retracer l'histoire du lancement extraordinaire de la PS1, mené d'un rude combat de la part de Ken Kutaragi, jusqu'au succès incroyable qu'elle a connu. Il était logique d'aborder ici la PS2, une console juste mythique pour tout gamer ayant vécu. Mais avant de démarrer cette histoire extraordinaire, eh bien c'est très important pour moi puisque cette vidéo est en partenariat avec Cdiscount que vous devez très certainement connaître. Et non pas Cdiscount, Oui, c'est prononcé à la française car c'est une entreprise qui est née à Bordeaux, voilà. Et qui du coup m'aide énormément à financer tout le matos vidéo de setup pour les streams à venir, je les en remercie énormément. Et Cdiscount a justement l'avantage de proposer l'une des plus grosses offres gaming de tout le net, au meilleur prix possible en tout cas quand vous cherchez du neuf. Et avec le marketplace, t'as plus de 40 000 produits qui sont dispo, enfin c'est un choix énorme. Je vous en dis pas plus parce qu'on va faire un gros partenariat sur les consoles prochaine génération PS5, Xbox Series X. L'avantage c'est que si vous précommandez vos jeux sur le site, vous allez les recevoir en express, on appelle ça, c'est-à-dire Day One, un paiement à l'expédition et une garantie prix le plus bas pour les précommandes. Alors là franchement, aucune excuse pour ne pas préco Cyberpunk. Enfin voilà, évidemment toutes ces informations seront dans la description en première ligne si vous voulez les retrouver. Mais bon, c'est un super partenaire, franchement n'hésitez pas à les check. Et on vous a prévu 2-3 autres vidéos avec de gros concours. Surtout sur la fin d'année, ça va être énorme. Et merci à vous qui avez la curiosité d'aller voir parce que c'est grâce à vous que ce genre de partenariats peuvent se produire et qu'aujourd'hui je vais pouvoir vous proposer des vidéos d'encore meilleure qualité après. Pour une console qui a vu le jour un petit peu par vengeance, il ne faut pas l'oublier, la PlayStation va entièrement défrayer la chronique. En effet, elle a dépassé les maigres attentes de la direction de Sony qui avait toutefois considéré l'idée avec un tel dédain. Alors que pourtant, en 1999, la division Computer Entertainment était responsable d'une part extrêmement importante des revenus de l'entreprise, 40% s'imposant comme un pilier essentiel de leur activité. La console a été une véritable petite révolution en son temps. Et les responsables de la branche jeux vidéo de chez Sony savaient que réussir une fois n'était pas forcément synonyme et gage de réussite la deuxième. Il fallait donc mettre impérativement le paquet. Et oui, au moment du lancement de la PS2, les dirigeants de Sony, qui étaient tous dans l'industrie depuis un certain temps, savaient à quel point elle pouvait être inconstante, étaient même un peu inquiets. C'était un gros risque qui était pris alors. Chris Deering, à l'époque le patron de Sony Computer Entertainment Europe, expliquera « C'était toujours dans ma tête. Si la PlayStation avait un jour du succès, la vraie preuve en serait que le suivi se fasse aussi bien ou peut-être mieux. » Et c'est ici que nous allons d'abord en retracer les premiers émois. Et oui, et cela va peut-être vous étonner, mais les premières évocations de la console se font en 1994. Et oui, c'est la date du lancement de la PS1 au Japon. Et on parle déjà de PS2, du moins vraiment en interne. En effet, c'est la toute première évocation de celle-ci dans la presse. La console serait révolutionnaire dans ses technologies et pourrait faire entrer le jeu vidéo dans une nouvelle ère. Après ça, plus grand chose. Attention, on laisse la PS1 se développer. Mais c'est en 1997 que nous allons avoir de nouvelles informations. En effet, 3 années plus tard, la presse va apprendre que la console serait, très bonne nouvelle, rétrocompatible avec la PS1 originale. De plus, une révolution, le lecteur DVD serait une part intégrante du système. Et ce n'est pas tout, puisqu'elle pourrait se connecter à Internet. Ce sont les vraies premières infos de la console, et même si ce n'est pas confirmé officiellement, attention, eh bien ces évocations se révéleront plutôt vraies, notamment de la part de Next Generation et Electronic Gaming Monthly, médias reconnus de l'époque. Après ça, une nouvelle fois, très peu d'informations filtreront, Sony sachant garder secret tous les projets autour de la PS2. La chose que nous savons, c'est que Sony va investir 1,2 milliard de dollars dans 2 usines de fabrication de semi-conducteurs à grande échelle pour fabriquer un moteur que l'on appellera le Emotion Engine, mais également le Graphic Synthesizer. Et ils sont du coup en train de concevoir la machine qui, selon eux, repousserait les limites. Voici la première évocation alors officielle de la console, une date marquante, le 2 mars 1999. Et effectivement, la PS2 est officiellement dévoilée par Sony. Elle se positionnerait alors comme un concurrent de la Dreamcast de Sega, la première console de 6ème génération à voir le jour en avance, 128 bits, et de plus, la Dreamcast elle-même a été lancée avec beaucoup de succès en Amérique du Nord, puisqu'avec plus de 500 000 unités vendues en 2 semaines, elle cartonnait de fou.
Selon Ken Kutaragi, la console permettrait alors aux jeux vidéo de transmettre des émotions sans précédent. Ils vont alors mettre la pression à Sega et sa Dreamcast. Kutaragi va dire « Imaginez un DiCaprio virtuel ». Il pourra même vous faire un clin d'œil et un sourire et vous demander comment s'est passée votre journée. L'inventeur de la PlayStation va d'ailleurs présenter un certain nombre de démos techniques produites par Square, Namco et Sony lui-même, toutes fonctionnant en temps réel sur des prototypes du matériel. Sur une note importante, Sony s'est empressé de le souligner que la plupart des développeurs n'ont reçu les kits nécessaires à la création de ces démos qu'il y avait une petite semaine avant cette présentation du 2 mars. Et vous pouvez voir ici à travers les vidéos les présentations qui ont été montrées. On peut y voir notamment Ridge Racer Girl, la deuxième démo de Namco, avec la mascotte de R4, avec un détail phénoménal, quasiment aussi beau, voire plus encore que l'introduction du jeu. On a du Gran Turismo, avec une démo assez simple de polyphonie digitale. On peut voir un jeu de course franchement photoréaliste pour l'époque, qui a permis d'illustrer la facilité avec laquelle le code de la Play pouvait être transféré sur la PS2, parce que c'est tiré du premier Gran Turismo et c'était amélioré du coup. Et enfin, le plus impressionnant, la Emotion Demo, avec Square qui utilise la tête d'un vieux personnage de Final Fantasy, The Movie, pour illustrer l'incroyable capacité du moteur à manipuler les traits du visage en temps réel. L'homme avait le même air que dans le film, jusqu'aux rides, les détails, il fronçait les sourcils en souriant. Voilà, c'était peut-être ce qui avait le plus marqué en tout cas les journalistes, les médias qui étaient présents à ce moment-là. Par ailleurs, il va expliquer que l'Emotion Engine va être développé par une équipe de concepteurs et d'ingénieurs de chez Sony et Toshiba qui ont suivi le projet depuis les premières étapes de la recherche et du développement jusqu'à la prod finale. Et justement, la date du 2 mars est très intéressante puisqu'on va avoir les premiers détails techniques. Le centre du plan marketing de la PS2, eh bien, c'était son nouveau processeur cadencé à 294 MHz, développé conjointement du coup par Sony et Toshiba, on l'a dit, avec ce Emotion Engine. Kutaragi va d'ailleurs annoncer qu'il serait doté d'un processeur graphique avec une bande passante 1000 fois plus large que les processeurs graphiques des PC contemporains, rivalisant avec la plupart des super ordinateurs. Il va se faire saliver pour nombre de joueurs, parce qu'en effet, la puce en elle-même, ça va être un défi technique de ouf. Elle sera construite en utilisant une technologie de pointe 0,18 microns, ce qui signifie alors que le fil du circuit a une épaisseur de 0,18 microns, et Sony va estimer alors que la PS2 serait capable de générer entre 7,5 et 16 millions de polygones secondes, c'est énorme, là où la Dreamcast, elle, se situe autour des 3 millions. Pouvant pousser à 6 millions, ce qui va entre guillemets montrer le contraste et accentuer la pression. Ils vont essayer de leur faire mal à Sega au maximum. Sony va d'ailleurs énormément jouer sur le fait de vanter ses capacités techniques de la PS2, rendant obsolète cette Dreamcast. Encore une fois, c'était du market, de la déstabilisation claire, mais vous verrez, on reviendra sur ce point un petit peu après, très intéressant. Comme promis, le système utiliserait du coup le format DVD-ROM, qui pouvait ainsi contenir beaucoup plus de données que le format GD-ROM de la Dreamcast. 1,2 Go de capacité environ pour le GD-ROM contre, pour le DVD5 simple couche, 4,7 Go et le DVD9 double couche 8,5. Du coup, ça fait quand même une très grosse différence de capacité, ça on peut pas le nier. De plus, ils vont mettre le paquet sur l'aspect multimédia de la console. Elle pouvait se connecter à internet, vous pouvez écouter de la musique, jouer à nos jeux. En fait, Sony va le présenter comme l'avenir du divertissement, et rendant cela encore plus multimédia que la Dreamcast. Et alors là, c'est complètement dingue, et ça montre la capacité des médias à extrapoler de ouf certains trucs, du moins à l'époque. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais alors là il va y avoir des rumeurs complètement folles qui vont sortir sur la console, puisqu'alors se propagent des infos selon lesquelles la PS2 serait un super ordinateur capable, accrochez-vous bien, de guider des missiles. C'est pas des conneries, et c'est d'ailleurs cette raison qui va faire qu'elle sera interdite en Chine. Ouais, bien programmée, la PS2 peut en théorie servir à guider des missiles. La plupart des systèmes de guidage utilisent une caméra fixée sur le missile qui transmet à distance par ondes radio des clichés pris à des intervalles de temps très rapprochés. Le centre de calcul qui reçoit les images doit alors être capable de calculer les ajustements à opérer pour corriger la trajectoire du missile, et ce pratiquement en temps réel. Une tâche en théorie à la portée de la PS2. Ce qu'il faut pas entendre, c'était du grand n'importe quoi. Ah non mais vraiment, ça partait dans tous les sens, et ce n'est pas tout, puisque Kutaragi promettait aussi qu'on aurait droit à des graphismes type scène cinématique qu'on pouvait voir dans les jeux Square, etc. à l'époque, mais là, en temps réel, et digne, par exemple, de Toy Story, du film d'animation. Je sais pas ce qu'ils ont avec Toy Story, Bill Gates avait fait un peu la même avec sa Xbox, mais ce n'est absolument pas le cas au final, même si les joueurs vont se mettre à rêver, bien évidemment. Okay, places everyone. Kutaragi va même pousser le vice super loin parce qu'il va vanter tellement les capacités de la PS2 qu'il expliquera qu'on pourrait se connecter sur internet à la Matrix style quoi. Par contre, quelque chose qui est vrai, il ajoutera que la PS2 pouvait être compatible avec tous les jeux PS1,
du moins les plus populaires, et ça par contre on peut pas l'enlever. Les spécifications d'ailleurs de Sony semblaient rendre la Dreamcast obsolète des mois avant son lancement aux États-Unis, du moins des dires de son créateur, et Nintendo a annoncé que sa console de nouvelle génération atteindrait ou dépasserait tout ce qui existait sur le marché. Et Microsoft à ce moment-là va également se mettre à développer sa console. Quand on parlait de Nintendo, on parlait de la GameCube. Donc on sentait qu'il y avait de très grosses rivalités à ce moment-là sur le marché. Ce qui ouvre quand même, et il faut le dire, c'est que Kutaragi avait une confiance énorme, et il était quand même très en avance sur son temps. C'est ce qui a très certainement forgé le succès de PlayStation. Il va appliquer ce que l'on appelle la loi de Moore. Et Gordon Moore, c'est le cofondateur de la société Intel, qui avait affirmé en 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler, à prix constant, tous les ans. Bon, il va rectifier ensuite en portant à 18 mois le rythme de doublement. Il en déduit que la puissance des ordinateurs allait croître de manière exponentielle, et ce pour des années. Et en d'autres termes, même si le Emotion Engine repousse les limites maintenant, la technologie va rapidement rattraper son retard. Et donc, il anticipait toujours un petit peu comme ça et suivait cette loi très rigoureusement. C'est d'ailleurs cette conviction qui va le guider tout au long de sa carrière. On a un analyste technologique du nom de Steve Myers, de chez Jardine Fleming Securities à Tokyo, qui va estimer qu'il coûtera au moins 100$ à Sony pour produire chaque puce principale. C'est quand même bien costaud, il faut le dire, et que pour être rentable, Sony devait vendre sa console au moins à 500$. Vous allez le voir, chose qu'ils ne font absolument pas faire, et ils vont perdre pas mal d'argent dès le départ. Parce que du coup, les spéculations allaient en bon train, un petit peu comme on voit en ce moment avec la PS5, expliquant elle coûtera entre 700 et 800$. Bah pas du tout. Alors, qu'en est-il de la suite? Eh bien, depuis l'annonce du 2 mars quand même, qui a révélé pas mal de choses, eh bien Sony fait preuve d'une relative discrétion pour sa machine de nouvelle génération. Même à l'Electronic Entertainment Expo, l'E3, le salon des pros de l'industrie, la société a peu fait pour promouvoir la machine, choisissant plutôt de se concentrer sur les titres de fin de vie de la PlayStation première génération. Les analystes et certains médias ont eu droit à des démos privées de la machine, La plupart des invités n'ont vu que des images du jeu qui étaient sorties en mars et que je vous ai montré là. Donc pas grand chose finalement à se mettre sous la dent. Par contre, le prochain grand coup d'éclat, c'est le 17 septembre de cette même année, 17 septembre 1999, avec le Tokyo Game Show. Et alors là, c'est la date de la révélation officielle au public, au monde entier, de la PlayStation 2. C'est l'événement du coup le plus marquant de l'année au niveau jeux vidéo. En septembre 99, elle est là, belle comme tout, et on la voit pour la première fois depuis les annonces de mars. Et tout le monde se presse comme des oufs, les médias du monde entier sont en émoi. Kutaragi se tient devant son pupitre pour alors présenter la bête au monde entier, regardez. すごく簡単にプレイステーション2ということで正式名称プレイステーション2させていただきたいと思います。Sony et sa PS2 à bien des égards vont être les vrais maîtres de cette cérémonie. Il va même y avoir des jeux jouables qui vont l'accompagner, Tekken Tag Tournament, Gran Turismo 2000, Eternal Ring, Dark Cloud, E-Train ou encore un certain The Bouncer de Squaresoft. Les caractéristiques de la machine sont alors officialisées et c'est tout de même une bête. Son nom, bien évidemment, c'est la PlayStation 2, alias PS2. Le plus important, la date de sortie, qui sera officialisée le 4 mars 2000 au Japon. Elle coûtera le prix de 39 800 yens, je vous laisse faire la conversion, c'était du environ 350$ à ce moment-là. Son contrôleur, eh bien ce sera la DualShock numéro 2. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne, en prenant exactement le même design, très portrait de celle de la PS1. Et dans la boîte, vous aurez une DualShock 2, un disque de démonstration, PS2, un câble avec un cordon d'alimentation, et bien sûr, la PS2 et sa fonctionnalité DVD. La PS2 pourra également être penchée de deux façons, selon le design que vous souhaitez, horizontalement ou verticalement, avec un support permettant de la mettre verticalement qui était vendu séparément, on s'en souvient tous, et du coup ce fameux lecteur DVD est une véritable révolution sur le marché puisque cela deviendrait ainsi le lecteur DVD le plus accessible, rendant alors ce format achetable par tous à la maison. Et ça, c'est quand même génial. Par contre, aucun modem est inclus, mais Sony a promis les mois après de faire des efforts pour en expliquer un peu plus et sortir ce qu'il faut. Et ben voilà, elle est là, elle est présentée, et la presse est tout de même dithyrambique. C'est une nouvelle console, PlayStation ayant gagné une véritable aura sur le marché avec sa première console à succès, sa sortie est méga attendue, et encore le mot est faible. Chronologiquement, et c'est fou, le 9 septembre, entre-temps, eh bien, Sega lance sa Dreamcast aux États-Unis pour 199$, j'ai envie de dire à peine, au vu de la techno embarquée. Dit alors, les ventes vont être très fortes et vont ralentir d'un coup. Voilà, messieurs, notre organisation va augmenter ses fonds propres d'une centaine de milliards de dollars dans moins de 5 jours. Et oui, beaucoup de gens vont préférer attendre la console de Sony. Une année qui aura véritablement marqué son histoire, puisque l'année des divers lancements, et qui surtout
eh bien instaure, on va dire 2000, le passage à une nouvelle technologie. Et c'est ce que Sony veut mettre dans la tête des gens. Le 18 février, ils organisent un événement qui s'appelle le PlayStation Festival 2000. Ce salon, à l'image des salons Space World de Nintendo, va permettre à l'élite des éditeurs japonais de présenter des jeux qu'ils avaient prévus pour la PS2. Alors que Namco et Koei avaient de beaux jeux qui étaient prêts à être lancés, et bien Capcom va aussi présenter son Onimusha. Grand titre. Mais bon, ça reste un événement mineur comparativement à ce qu'il va se passer le 4 mars 2000, la sortie de la console au Japon, qui va être un événement national, que dis-je, mondial. La PlayStation 2 est alors mise en vente au Japon et certains magasins ont épuisé leur stock rien qu'avec les précommandes. D'autres sont obligés d'ouvrir très tôt et distribuent les consoles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Tout au long du quartier d'Akihabara, la ville technologique vraiment du Japon, eh bien les magasins qui ont que quelques centaines de consoles ont des files d'attente de plusieurs milliers de personnes. Et tout le stock de PS2 est déjà épuisé à 10h du matin. C'est de la folie pure, c'est une hystérie collective qui est savamment orchestrée par Sony. Sony à ce moment-là avait moins d'1 million d'unités à vendre pour le lancement sur le marché, mais il estimait que s'il y avait eu 3 millions d'unités, elles auraient été vendues. Le lancement japonais de la PlayStation a été un tel événement que des gens du monde entier ont campé, souvent plusieurs jours, dans l'espoir de rentrer chez eux avec la console. Il y a même un garçon déçu, et c'est horrible, qui se serait suicidé en haut d'un immeuble à Akihabara. Mais c'est vous dire jusqu'où ça va, c'était devenu n'importe quoi. C'est parti sur un truc incontrôlable. Le gouvernement japonais même va s'exprimer sur la sortie de la console, déclarant que c'était un super ordinateur et que du coup ils allaient limiter le nombre de consoles à une par acheteur, pas plus, parce que sinon c'était trop dangereux. Enfin voilà, c'est un event national à tous les niveaux, vous avez les images, c'était un truc incroyable. Le succès du lancement de la PS2 au pays du soleil levant va d'abord s'expliquer bien sûr par la popularité de la marque. Une marque japonaise qui plus est, les consommateurs japonais consomment Jap en règle générale, forcément la PS2 c'est un truc de fou. De plus la gamme de lancement fait l'objet d'un panorama universel. On estime alors que Sony va vendre 980 000 consoles le jour J, qui sont à court de stock et que 500 000 consoles ont été vendues par le biais du site en ligne de Sony. Au 31 mars, le nombre de consoles vendues s'élevait à 1,4 million, limité uniquement par le manque de stock. Alors les joueurs auront droit à quelques titres sur le line-up, mais pas des plus exceptionnels, vous allez le voir. Il y a Drum Mania, Eternal Ring, qui était une grosse merde, 1 sur 20 sur jeuxvideo.com, Fantavision, Morita Shogi, Kanikoki Shogi 4, Kessen, Ridge Racer 5, probablement le plus intéressant ici, Stepping Selection et Street Fighter X3. Voilà. Donc c'est vrai que c'était quand même assez maigre, vous allez voir que le line-up américain était beaucoup plus conséquent et intéressant, et du coup on apprendra qu'en fait les japonais étaient surtout intéressés au-delà des jeux par la technologie, par le lecteur et DVD qui était intégré. En fait il se vendra pas beaucoup de jeux finalement avec la console. Et en plus de ça, parce que les nouvelles n'ont pas été que bonnes, il y avait des rapports comme quoi les cartes mémoire pouvaient être défectueuses, du moins les premières séries, et du coup, eh bien, beaucoup de joueurs avaient leur sauvegarde qui était corrompue, donc c'était pas cool. Les joueurs vont aussi quand même être un peu déçus par rapport à ce qu'ils voient les premiers titres qui sortent. Certes, il y a un gouffre quand même entre la PS1 et la PS2 au niveau techno, mais la Dreamcast, eh ben, elle s'en sortait déjà très bien, était déjà sortie, et franchement, il y avait des jeux qui étaient plus beaux que ceux du line-up, parce qu'elle était mieux maîtrisée, la console. Donc, eh ben, ils étaient assez mitigés, donc le tableau n'était pas tout rose non plus pour Sony, mais il s'avère qu'elle va quand même tout cartonner sur son passage, parce que certains titres qui sortiront après seront tout bonnement légendaires, et on sait que ce sont les jeux qui font une console, voilà. Autre point important qu'il faut souligner aussi, eh bien c'est le lancement de Microsoft sur le marché des consoles. Ça c'est quelque chose que pas beaucoup avaient forcément anticipé, ils vont prendre le risque, puisque c'est Bill Gates lui-même à la GDC 2000, peu après le lancement de la PS2, eh bien qui va l'annoncer. Et en plus de ça, apparemment, la console sera encore plus puissante que cette PS2, en tout cas au niveau technologique, et permettrait du coup d'accéder à quelque chose encore d'inédit. Mais la problématique, c'est que la Xbox va sortir après la PS2, qui était déjà très bien implémentée dans les foyers, qui avaient dépensé leur fric pour l'acheter, et en plus de ça, son tarif était du coup bien plus élevé. Donc ça freinait pas mal. Et Sony, le tarif, ça a toujours été un argument en leur faveur. $299. Et vous allez le voir ici parce que ça va être très intéressant avec le lancement sur le marché US. Justement, de nouvelles informations viennent compléter le tableau de la sortie américaine. Vous avez Kaz Hirai, qui est à ce moment-là le président de Sony Computer Entertainment America, qui va annoncer les plans de lancement de la PS2 aux États-Unis. Sony, comme au Japon, va livrer 1 million de consoles qui seront légèrement modifiées par rapport au design japonais. Ils vont aussi annoncer, et ça c'est très fort, qu'ils vont maintenir leur prix symbolique de $299, qui avait fait tellement la différence face à la Saturn sur la PS1. Et oui, cela leur avait permis de gagner la guerre, incontestablement. Et bien elle conserve ça, et c'est du jamais vu, puisque ce sera alors, à ce jour, le lecteur DVD le moins cher et de loin du marché.
Et ça, c'est très fort. Les légères modifications apportées à la version nord-américaine de la PS2 ont eu de grandes conséquences également pour Sony, puisque la version nord-américaine comporte un espace intégré dans sa coque pour un disque dur et un modem. Et plus important encore, elle disposait d'un synthétiseur graphique différent de celui de la version japonaise qui avait eu pas mal de soucis. C'est les premières infos qu'on a, et entre-temps, il y aura l'E3 2000, où finalement, la console, elle va présenter quelques jeux, mais va pas tellement impressionner les médias, hormis un, bien évidemment, MGS2, Sons of Liberty, qui lui, avec une présentation de 9 minutes, va tout éclabousser sur son passage. Mais par rapport à la Dreamcast et les différences qui étaient annoncées, pas trop impressionné pour certains quand même au State. Et justement, voici une nouvelle date à marquer fer rouge, très important, le 26 octobre 2000, le lancement officiel de la console sur le marché américain. Et alors ce lancement n'a pas été aussi successful qu'au Japon. Enfin si, tout de même, mais pas au démarrage. Je vous explique. Il a été plutôt mitigé parce que la livraison initiale de console va être revue à la baisse à la dernière minute, passant de 1 million, ce qui était annoncé, à 500 000. Et puis petit à petit, les stocks, on sait pas trop pourquoi, certainement le lecteur DVD, vont se mettre à être épuisés. Ils l'ont revu à la baisse, c'était donc normal, certainement pour créer ce sentiment de rupture. Et donc ce marketing un peu autour d'eux, ce genre de bad buzz, tu vois, mais qui met la console quand même en avant. Et c'est là, alors, en rupture, que la PS2 va devenir totalement hype, se vendant à des prix mais indécents de fou sur eBay, ce qui va provoquer les acheteurs, qui va les pousser à aller se la procurer. Les gens payaient plus de 1000 $ pour les consoles, et les livraisons hebdomadaires de 100 000 unités ne font qu'agiter davantage le marché américain. Et la console, accrochez-vous bien, va rester épuisée jusqu'en mars 2001 au pays de l'oncle Sam. Voilà. C'était un truc de malade. Ainsi, à l'époque, un certain Gartenberg, journaliste Mediatek, va expliquer: Sony a dû faire face à une pénurie sans précédent. Vous ne pouviez pas vous procurer une PS2 aux États-Unis pendant cette première période de vacances. Et c'est l'un des domaines où le succès peut réellement vous nuire, lorsque les consommateurs cherchent à acheter votre produit et ne peuvent pas le faire. Bon, heureusement, Sony va réagir. Alors bon, par contre, un gros avantage du lancement américain par rapport à celui japonais, c'est les jeux. Celui-ci va avoir un parc de jeux beaucoup plus étendu. On aura notamment un certain Madden NFL 2001 qui va faire vendre notamment pas mal de jeux à EA et pas mal de consoles pour le coup. Rockstar Games, plus petit à l'époque, avait développé Smuggler's Run et Midnight Club. Voilà, donc c'est pas mal. Il y avait le SSX de EA, on en a pas parlé, mais qui va bien marcher. On a des jeux qui sont pas sortis au Japon mais qui sortent au State, comme Ready to Rumble, ce n'est pas rien. Tekken Tag Tournament, Time Splitters, MotoGP, Dead or Alive 2, autant de titres plus intéressants qu'au Japon. Et c'est surtout une année pile quasiment plus tard, après la sortie américaine, que va naître le fameux GTA 3, qui va écouler des consoles par palette. Attention, il faisait pas partie du line-up, mais j'étais obligé de le mentionner, parce que là, c'est un jeu qui va révolutionner déjà la série, l'open world, mais même le jeu vidéo dans sa globalité. Du coup, on parlera finalement, après des débuts mitigés, d'un lancement quand même réussi face à tous ces ruptures de stock de la PS2 aux États-Unis, au même titre qu'au Japon, et qui va de ce fait faire totalement éclipser la pauvre petite Dreamcast. En effet, la bibliothèque de jeux supérieurs de la Dream n'avait plus d'importance ici. Les acheteurs n'avaient que Dieu pour la console de Sony. On dirait qu'ils étaient omnibulés par le marketing un peu mensonger parfois, voilà, on va le dire, même totalement, de Sony. Mais bon, comme quoi il avait joué une importance considérable. Les joueurs voulaient leur PS2 coûte que coûte. Pour eux, c'était le public mature qui était vraiment la cible de référence. On a également D-Ring qui va confirmer ses dires, puisqu'il va expliquer que la société souhaitait toujours s'adresser à un large public, y compris à des personnes plus âgées. Comme pour la PlayStation originale, l'un de ses principaux objectifs était d'obtenir le plus grand nombre possible d'exclusivités de tiers. Cela comprenait notamment Tomb Raider, des titres Disney, des jeux Take-Two comme Grand Theft Auto ou State of Emergency, et consorts. Sony, et ça va marcher, va vraiment jouer sur ces exclusivités-là. Mais alors là, vous allez me poser une question, et l'Europe conquiert ? Eh ben justement, j'y viens ici. Nous sommes le 24 novembre 2000, et un événement extrêmement marquant dans le monde du jeu vidéo en Europe arrive, la sortie de la PS2. Et je pense que vous vous en souvenez tous, ceux qui l'ont vécu comme moi, étant gamin, ces images, je pense, me hanteront toujours. Mon petit esprit de gamer avait été tourmenté par ce que j'ai vu. Le lancement à la fois incroyable et chaotique de la PS2 au Virgin Megastore des Champs-Élysées de Paris. Et donc nous sommes à la veille du lancement français européen de la PS2 et Sony va choisir le célèbre Virgin du coup des Champs-Élysées pour amplifier l'événement médiatique que représente le lancement de sa nouvelle console de jeu. 2h30 avant l'heure de lancement officiel, vous avez déjà une bonne centaine d'acheteurs potentiels qui étaient en train de patiemment attendre leur tour. Et la distribution, on l'apprend, va se faire par tirage au sort, ce qui va créer bon nombre de grandes tensions. Bon, en effet, c'était chaud parce qu'il y avait des milliers de personnes et entre 100 et 200 consoles à peine disponibles. Voilà, et il y aura également un concours sur le jeu Ridge Racer 5 qui était destiné à faire gagner une PS2, qui était sur le point de se terminer à ce moment-là. Malheureusement, faute de débordement d'un trop grand nombre de participants,
le concours sera écourté 1 heure plus tôt. Quand elle sort la console, par chez nous, eh bien elle est au prix d'environ 3000 francs. De 1990 francs, c'est quand même une très grosse somme. À l'époque, 3000 balles, si vous les convertissez au prix d'aujourd'hui, on est sur du plus de 500 balles, 500 et quelques euros. Enfin, si on reste après sur le prix linéaire de l'époque, on compte pas les inflations et compagnie, on est sur plus du 400. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou, c'est très très cher. Et pourtant, les gens vont se fight pour avoir une console, ça va déborder dans tous les sens. Et là vraiment, c'est le drame. Des fights, de l'hystérie, des cris qui sont à leur maximum quand le dôme se soulève. Ce fameux dôme avec une énorme maquette de PS2 en position verticale qui surplombe 2 étals de jeu et surtout de boîtes bleues contenant le fameux trésor. Et visiblement, eh bien, les équipes vont être désemparées par un peu de consoles présentes. Les premiers rangs qui exercent une pression de tous les instants et le barrage du service d'ordre va complètement exploser. Et là, vous avez des scènes de sauvagerie. Clairement, il n'y a que ça. Des gens qui se ruent sur les consoles, qui se les prennent dans les mains, qui se les arrachent, qui les volent. C'est du jamais vu. Vous avez vu même par vous-même, regardez, dans cette vidéo, les étals sont complètement éclatés de jeu. Enfin voilà, c'est du grand nimp. Et le pire, moi ça m'a marqué, c'est que les consoles sont jetées. Mais clairement jetées, voilà, pour qu'ils puissent l'attraper, un peu comme un bouquet de fleurs dans un mariage, tu vois. C'était du jamais vu, c'était incroyable. Mais voilà, cette scène qui résume bien le lancement phénoménal de la console chez nous, et totalement démesuré. Voilà, la console va être en rupture de partout, peu importe le prix. Regardez, on a même un mec qui s'est fait déchirer la main. Allez-y, montrez votre main, c'est intéressant quand même. Voilà, regardez la main. Ça, c'est en tirant sur les jeux et en tirant sur tout, ouais, voilà. Donc je me suis bien fait déchirer et grave. Comme toujours, vous avez des campagnes marketing très agressives qui vont battre leur plein. Regardez par exemple cette publicité de David Lynch qui est extrêmement bizarre, qui va pas du tout faire l'unanimité, qui va même créer quelques tensions. Bienvenue dans le 3e monde. Mais c'est surtout, et J-Ring le dira, parce qu'il était à ce moment-là vraiment concerné du coup par le sujet, l'aspect DVD qui va encore plus intéresser que les jeux, les Européens de cette PS2. Il va expliquer, nous avons mis la PS2 sur un pied d'égalité en tant que lecteur DVD, en tant que machine de jeu en Europe du Sud. Bien sûr, une fois que ça passait à la télé, les gens commençaient à acheter des jeux. Mais surtout, la pénétration dans les foyers s'est faite par le biais du DVD. Un autre fait important qui est quand même à souligner, parce que du coup, il va y avoir des critiques à l'égard de la distribution de la console, évidemment, mais aussi à cette technologie qui est un peu mensongère. Il dira avec optimisme que la vague de critiques reflétait l'importance culturelle mondiale de l'introduction de la PS2, et bien entendu, il avait raison. Mais quand même, il a fallu 15 mois pour que le premier jeu atteigne le 1 million d'exemplaires. Et ça, quand vous voyez aujourd'hui les jeux Switch qui se vendent, mais par palette, quand vous voyez Animal Crossing qui en quelques semaines a atteint les 3 millions de ventes, vous dites c'est quand même énorme. 15 mois et c'est Onimusha Warlord. Donc bon, au niveau logiciel, c'était pas non plus trop ça au départ. Mais un fait extrêmement important qu'on ne peut nier, dont on a parlé tout à l'heure, c'est cet aspect de la rétrocompatibilité qui va également faire vendre énormément de consoles. En effet, les personnes qui avaient déjà bon nombre de jeux dans leur collection PS1 pouvaient s'adonner tranquillement à ces jeux-là sur leur PS2. Et ça n'avait pas de prix. On voit notamment que cette PS2, elle veut attirer un public plus mature. La PS2 arborera notamment une couleur plus sombre, couleur noire, qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, et peut-être plus la PS5, parce qu'ils ont présenté leur DualSense bien évidemment avec le blanc et le noir. Blanc majoritaire, couleur qui diffère pour la première fois depuis la PS2, mais cette couleur noire unie, et ce bleu comme ça va représenter la marque, du moins jusqu'à la PS4, durant des générations, et quelque part un aspect un peu plus mature, et c'était très important pour eux. Alors que pouvons-nous tirer de cette histoire pleine de rebondissements ? Eh bien déjà, c'est que la PS2 va être produite jusqu'en 2012. C'est énorme, 12 années après la sortie de la console. Et elle va bien évidemment connaître différentes versions, dont l'une des plus marquantes, la Slim. Et le dernier jeu de cette console sera un certain PES 2014. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, il y a 6 ans. Au cours de sa magnifique carrière, elle va devenir également la console de salon la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo, avec près de 158 millions d'exemplaires. C'est du jamais vu, personne n'a encore fait mieux. C'est vous dire à quel point c'était un événement majeur, je le dis bien, des années 2000. À titre de comparaison, la Xbox va se vendre à environ 25 millions d'exemplaires et la GameCube, ma console de cœur, à peine 21 millions d'exemplaires. On pourrait penser plus, mais non, c'est un truc de fou. Du coup, c'est une légende qui ont été à la base d'une activité forte, intense et durable pour le média. Ce sera du coup un succès sans précédent qui, à coup sûr, ont permis dans les foyers de faire évoluer les mentalités, de présenter les consoles comme un support multimédia, un peu tout-terrain,
par rapport à uniquement une sorte de jouet. Pour beaucoup, c'était très certainement le bon produit au bon moment, au bon prix. Tout le monde pouvait s'y mettre facilement, le contenu était extrêmement varié au final, et surtout, la machine savait s'adresser à toutes les tranches d'âge. Trayton va conclure d'ailleurs, la PlayStation 2 a été le point culminant de l'introduction des jeux vidéo en tant que divertissement grand public. Les gens ont cessé ainsi de se demander si c'était une mode qui allait disparaître, et ont commencé à la considérer comme un moyen de divertissement légitime. C'est donc une console incroyable qui aura marqué son temps avec des titres si forts qu'ils auront changé à jamais la mentalité de certains gamers, une ludothèque des plus incroyables. Avec une envie de révolutionner le marché, ce sera une nouvelle fois un pari extrêmement gagnant pour Sony. Cela va définitivement asseoir leur suprématie sur le marché des consoles. Et ce qu'on peut retenir de l'histoire, c'est que lorsque Kutaragi a parlé de l'Emotion Engine le 2 mars 1999 et de toutes ses capacités, beaucoup lui avaient ri au nez. Et s'il y avait un soupçon d'arrogance et d'ambition démesurée, il en résulte qu'une grande, très grande console aura finalement vu le jour. Voilà donc pour cette toute nouvelle vidéo de lancement qui se termine ici. J'espère vraiment que vous avez pris passion autant que moi j'ai eu à l'écrire, à suivre cette histoire. Si le format évidemment vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air parce que ça nous encourage énormément dans cette période à continuer à bosser à fond. Voilà, comme toujours, vous savez que vous pouvez également, si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne. C'est un petit clic, c'est gratuit avec la petite cloche pour ne rien rater des notifications et de ma gueule. Voilà, je vais voir ma tronche. Non, vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui nous rejoindront dans cette aventure. Vous êtes plus de 228 000, je tiens à impérativement vous en remercier. Il y a tous les réseaux sociaux qui sont là comme toujours, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. On a la chaîne Twitch, j'ai fait un post sur la communauté, je vous en remercie parce que vous êtes extrêmement nombreux à nous y rejoindre. Je stream tous les soirs, en ce moment tous les matins, voilà, mais tous les jours en tout cas. Donc n'hésitez pas à passer, ça ferait trop plaisir, plus on est fou, plus on rit. Et je tiens à remercier le monteur de cette vidéo qui m'a aidé pour la toute première fois, un certain Fufu, voilà, qui fait une dédie. Vous aurez dans sa description ses réseaux, merci à lui, c'est un gros travail. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, et bien pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous fera plaisir. Bye bye, c'était Conquer X Rapport.